À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach. Je suis Véronique Vavre et aujourd'hui je suis accompagnée de Jan Riem, doctorant à la station ornithologique. Nous allons découvrir l'univers des trachémoteux, une espèce de passereau qui vit dans nos Alpes et qui a un comportement migratoire emblématique. Première question, Jan, aujourd'hui on va parler des trachémoteux. C'est une espèce dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui est absolument fascinante. Qu'est-ce que c'est un trachet ? Alors le trachémoteux, c'est un petit passereau qu'on trouve en Suisse, dans les Alpes, au-dessus de la limite des arbres. C'est un oiseau en fait que les gens qui marchent beaucoup en montagne connaissent souvent parce qu'ils s'envolent souvent au bord du chemin. Alors la queue, elle est blanche avec une sorte de thé noir au bout de la queue. Et quand ils s'envolent, on voit vraiment ce blanc qui ressort. Donc ça, c'est assez typique. Et les mâles, ils ont un beau masque noir aussi. Le masque de bandit. Voilà, ouais. Le seul oiseau avec lequel on pourrait le confondre facilement, c'est le pipit spioncelle qui est aussi très commun en montagne. Et lui, il a seulement les bords de la queue qui sont blanches. Il y a plusieurs espèces de trachées qu'on retrouve surtout dans l'espace méditerranéen, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ils sont diversifiés depuis là. En Suisse, on trouve seulement une seule espèce qui est le trachémoteux, qui est celui qui s'est répandu en direction du nord. Mais en fait, ça vient d'où ce mot de trachet ? Le trachet serait une pièce d'un moulin qui fait un claquement sonore assez spécifique qui ressemblerait au cri de l'oiseau. On l'appelle le trachémoteux parce qu'il est souvent posé dans les labours quand il fait des escales migratoires et souvent posé sur une motte. Et de combien d'oiseaux parle-t-on ? Il y en a combien en Suisse ? On parle d'1 million d'oiseaux, de 200 oiseaux, Donc en Suisse, on estime la population de trachémoteux entre 40 000 et 60 000 couples. Donc en haute montagne, c'est quand même une des espèces les plus communes. Ça paraît beaucoup, mais c'est vrai que comparé aux moineaux domestiques ou aux pinsons des arbres, c'est plus de 10 fois moins. Alors, tu es doctorant, tu es dans ta 2e année de recherche. Oui. Tu es dans une équipe, un projet qui travaillait déjà sur les trachémoteux à la base. Quels sont les objectifs principaux de ce groupe de recherche ? Alors, comme on est le groupe de recherche sur la migration des oiseaux, c'est essentiellement de définir les voies de migration des trachémoteux des Alpes qui n'étaient pas connues jusqu'à présent. On connaissait celles des oiseaux du Groenland, d'Alaska, d'Allemagne, de Suède, mais pas celles des Alpes. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en cours de précision. On a aussi beaucoup de données sur l'écologie de l'espèce, les changements d'habitat qui pouvaient influencer sa distribution dans les Alpes. Donc on sait à présent que l'espèce elle est en train de monter en altitude. Donc elle diminue à basse altitude et elle augmente quand on monte en altitude. Ce qui fait que pour le moment, l'espèce est relativement stable, voire même en augmentation dans les Alpes. Mais on peut se douter qu'avec les changements à venir, c'est peut-être pas ce qui va prévaloir ces prochaines décennies. Donc c'est aussi notre but d'anticiper le futur et de définir un peu quelles sont les perspectives pour cette espèce dans le futur. Donc les trachémoteux nichent au sol. Qu'est-ce que ça implique pour l'espèce par rapport au danger de prédation par exemple ? Alors c'est quand même une espèce qui a des comportements assez particuliers. Donc quand ils arrivent, forcément comme tous les petits oiseaux, ils chantent. Ensuite ils vont faire leur nid dans un terrier ou dans une cavité sous un caillou. À ce moment-là, c'est la femelle seulement qui va couver les œufs et elle est très vulnérable, donc elle est vulnérable aux prédateurs. Forcément, ils sont bien cachés ces nids, mais ça arrive qu'une hermine arrive à les dénicher et c'est aussi pour ça que les femelles ont un taux de survie plus bas que les mâles. C'est aussi pour ça que les jeunes quittent le nid très vite, donc dès 11-12 jours, ils sont capables de quitter le nid et d'aller se mettre à l'abri dans un tas de cailloux pour éviter la prédation. Donc le trachémoteux est un oiseau qui vit dans les Alpes, donc en altitude. Qu'est-ce qui fait qu'un oiseau aime les Alpes ? Pourquoi est-ce que cet oiseau a décidé de s'installer dans les Alpes ? Alors pour lui, c'est intéressant, c'est qu'il aime vraiment les habitats ouverts et il a besoin toujours de végétation rase pour chercher à manger. Et du coup, sa nourriture, on ne l'a peut-être pas dit auparavant, c'est des insectes. Donc c'est vraiment un oiseau insectivore. Et du coup, dans les Alpes, pendant l'été, après la fonte des neiges, il y a une grosse prolifération d'insectes. Et c'est une ressource de nourriture vraiment importante. C'est pour cette raison, en fait, qu'il ne reste pas en Afrique en été. C'est pour cette raison qu'il vient chez nous, qu'il se donne la peine de faire le voyage pour nicher chez nous, parce qu'il y a toute cette nourriture dont il va se servir pour nourrir ses jeunes.
L'impact du changement climatique est très visible dans les Alpes. Quelle est la conséquence sur le comportement et l'habitat du traquet moteux? Alors ça fait partie des questions auxquelles on cherche à répondre, donc on essaye de vraiment plus précisément de savoir qu'est-ce qui influence la distribution de l'espèce dans les Alpes. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que le réchauffement climatique va avoir pour influence d'une fonte des neiges toujours plus précoce, d'un déplacement de la limite des arbres plus haut en altitude, ce qui fait que l'habitat n'est plus favorable pour lui. Et donc, si la végétation est trop haute au moment où les traquets font leur nid, il y a le risque qu'ils trouvent plus suffisamment facilement de la nourriture pour nourrir leurs jeunes, car ils n'arrivent pas à chercher à manger dans une herbe qui fait 40-50 cm de haut. Donc il y a tout un tas de changements temporels qui font dans l'organisation du développement de la végétation, par exemple, qui font que ça va avoir une influence sur l'espèce. Et c'est encore un peu des hypothèses qu'on cherche à préciser. Tu m'as dit que les traquets moteux est une espèce qui n'est pas seulement sensible au changement climatique, mais aussi à l'utilisation du territoire. Ça veut dire quoi? Donc par exemple, on soupçonne que le pâturage, s'il est extensif, est favorable à l'espèce, car il maintient une végétation rase dans laquelle l'oiseau peut se nourrir. Donc ça fait partie des choses qu'on essaye d'étudier en ce moment. Le traquet est une espèce modèle pour l'étude de la migration. Qu'est-ce qu'il y a à savoir au sujet de cet oiseau? Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce qui est répandue dans tout l'hémisphère nord, et toutes les populations vont hiverner en Afrique subsaharienne pendant l'hiver, donc au sud du Sahara. Donc c'est un oiseau qui est présent sur 4 continents en fait. Les oiseaux qui sont présents en Alaska vont passer l'hiver en Afrique de l'Est, et les oiseaux qui sont présents en été au Groenland et dans l'ouest du Canada vont traverser l'océan Atlantique jusqu'en Europe de l'Ouest pour rejoindre leurs quartiers d'hiver qui sont en Afrique de l'Ouest, par exemple au Sénégal ou en Gambie. C'est quelque chose d'assez unique, c'est le seul oiseau passereau d'Amérique du Nord qui vient régulièrement passer l'hiver en Afrique. Chaque population a sa région d'hivernage. Et ça veut dire que pour les traquets moteux de Suisse, par exemple, on les retrouve où? Alors ceux de Suisse, ils vont tout droit vers le sud, et ils vont traverser la Méditerranée pour se rendre dans la région de la Tunisie, avant de traverser le Sahara, et en hiver, ils vont surtout dans l'ouest du Sahel, surtout le secteur du Mali et du Burkina Faso. D'accord, et c'est chaque année comme ça, c'est tout le temps toujours la même chose? Alors il y a des variations quand même entre les individus, mais il n'y a pas par exemple un oiseau de Suisse qui va partir au Kenya ou un oiseau d'Alaska qui va partir au Sénégal. C'est quand même assez spécifique. Comment est-ce qu'un oiseau sait où il doit aller? Alors chez le traquet moteux, c'est intéressant, c'est vraiment inscrit dans leur gène. Donc les jeunes, ils ne voyagent pas avec les adultes et ils migrent surtout la nuit. Donc ils savent exactement où ils doivent aller, et c'est quand même fascinant qu'ils se perdent finalement très rarement. Comment est-ce qu'on peut savoir quelle route va prendre un traquet moteux ou quelle route a pris un traquet moteux? Ce qu'on a depuis quelques années, c'est comme c'est des oiseaux qui font moins de 25 grammes, ils sont très légers, on ne peut pas utiliser des GPS comme chez les rapaces ou les cigognes. On utilise des géolocalisateurs, c'est des petits loggers qu'on met sur le dos de l'oiseau. C'est comme un petit sac à dos attaché derrière ses pattes. Une fois que l'oiseau a ça sur le dos, donc ça pèse 0,6 grammes, donc on doit rester en dessous de 3% du poids total de l'oiseau. Ça va enregistrer uniquement la lumière, donc l'intensité lumineuse toutes les 5 minutes. Et à partir de là, on peut estimer le lever du soleil et le coucher du soleil, et donc la position géographique, puisque le jour n'a pas la même durée si on se décale vers l'ouest ou l'est ou vers le sud ou le nord. Donc on a une précision plus ou moins 100 km pour estimer la localisation de l'oiseau. Quels sont les avantages et les désavantages de ces géolocalisateurs? Un des gros avantages, c'est que c'est très léger. La batterie tient une année, donc c'est quand même assez exceptionnel pour des batteries aussi petites. Par contre, il faut rattraper l'oiseau l'année d'après pour pouvoir lire les données. Ça se passe à quel moment? Comment vous faites ça pour rattraper un oiseau et puis lui mettre ce géolocalisateur? Alors ce qu'on fait, c'est pendant la saison de nidification, les traquets ils nichent au sol dans une cavité, sous un caillou ou dans un terrier, à 30-40 cm de profond souvent. Et c'est à l'entrée du nid qu'on a le plus de chances de les attraper. Donc il faut faire ça très rapidement pour ne pas déranger la nidification. Est-ce que vous avez beaucoup d'oiseaux qui portent des géolocalisateurs? Alors chaque année, depuis 2012, sauf erreur, en tout cas ces dernières années,
On en a marqué 30 avec des géolocalisateurs et toujours au moins 30 autres avec des bagues couleurs sans géolocalisateur. Donc c'est ce qu'on appelle un groupe contrôle pour pouvoir ensuite attester que les géolocalisateurs n'affectent pas la survie de l'oiseau. Est-ce qu'il n'y a que la Suisse qui fait ce travail sur ces tracas moteux ou est-ce qu'il y a d'autres scientifiques, d'autres projets ailleurs en Europe ou en Afrique qui travaillent aussi sur ces espèces? Alors en Europe, il y a d'autres projets. Il y en a par exemple en Suède, en Allemagne. On a eu une collaboration avec Martin Burman, qui est un Allemand qui étudie l'espèce dans la région du Palatinat, Rhénanie-Palatinat. Il a aussi étudié l'espèce en Autriche et ça nous a permis aussi de comparer les trajets migratoires des différentes populations d'Europe centrale. Donc les oiseaux de Rhénanie et les oiseaux de nos Alpes ne prennent pas les mêmes voies migratoires? Alors apparemment, ceux qui nichent en Allemagne passeraient plus à l'ouest, plutôt par l'Espagne et la Méditerranée occidentale, et les nôtres auraient tendance à passer tout droit. Ce qui est pour eux plus rapide que de faire le détour par Gibraltar, en fait. Ça leur pose pas de problème de survoler la Méditerranée, comme c'est une espèce qui peut même survoler l'Atlantique. Ils la survolent à très haute altitude de nuit, et c'est pas forcément un problème. Oui. Donc c'est des tout petits oiseaux de 25 grammes qui volent extrêmement haut et extrêmement bien. Exactement, oui. Dans le cadre de ce projet sur les tracas moteux, tu t'occupes notamment de l'analyse des données, mais tu m'as dit aussi que tu participes à la recherche de terrain. Ça ressemble à quoi ça, la recherche de terrain dans les Alpes suisses? On est dans les Alpes, au Val-Piora, à environ 2000 mètres d'altitude. Et ça dépend beaucoup des conditions. Donc ça peut être le paradis quand il fait beau en été, au mois de juillet. Il y a beaucoup de touristes, c'est génial. On peut même se baigner dans les lacs. Autrement, ça peut être aussi assez rude. Des fois, il y a de la neige. Au début de saison, il y a encore plus d'1 mètre de neige. Et du coup, c'est quand même les Alpes. C'est un environnement qui peut être à la fois magnifique et très hostile. Qu'est-ce que tu espères prouver grâce à cet oiseau? Qu'est-ce que tu espères amener à la science et à la société et à la protection des oiseaux peut-être? Alors, c'est une très bonne question. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de savoir déjà quelles sont leurs habitudes, de définir quels sont les changements qui les influencent. Et pour l'instant, on sait qu'il y a qui sont influencés par ces changements, mais on ne sait pas exactement quels sont les mécanismes qui sont derrière. Et si on arrive à définir ça, ça va peut-être permettre aussi de définir éventuellement des mesures de conservation ou simplement aussi d'être conscient en fait que les changements dont on est en partie responsable ont une influence sur les espèces des Alpes. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode sur les tracas moteux. Si vous voulez en savoir plus, visitez notre site web www.vogelwarte.ch/tracas-moteux. Vous avez écouté À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach.